Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Ma santé d'abord, le programme conçu pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé et notamment comment la protéger. Aujourd'hui, Ma santé d'abord s'intéresse aux accidents domestiques chez les enfants et pour en parler, avec moi, deux spécialistes sur ce plateau. Docteur Philippe Meillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc anesthésiste réanimateur à l'hôpital des enfants malades à Paris. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, le docteur Aurèle Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre aux urgences de l'hôpital Robert Debré, c'est à Paris. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors aujourd'hui, les accidents domestiques sont parmi les causes d'hospitalisation et malheureusement parfois de décès chez les jeunes enfants. Mais les éviter est possible et pour ce faire, la prévention doit être le mot d'ordre dans les familles. Ce sera le propos de cette émission. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage. Les accidents domestiques sont des traumatismes non intentionnels qui se produisent à la maison ou à la proximité. Jardin, cours, garage et autres dépendances. Parce qu'ils n'ont pas conscience des risques et peuvent facilement échapper, même un court instant, à la vigilance de leurs parents. Les enfants de 0 à 6 ans sont les plus touchés par les accidents domestiques. Chute, suffocation, noyade, intoxication, brûlure, électrocution, la maison peut parfois devenir dangereuse. On estime qu'en France, près de 20 000 personnes décèdent chaque année dans des accidents de la vie courante. Plus de la moitié de ces accidents concernent des enfants de 0 à 15 ans. Et malgré des progrès importants, 500 décès d'enfants sont toujours enregistrés chaque année, ce qui en fait la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. S'il est difficile d'évaluer le nombre total d'accidents, les plus légers n'ayant pas fait l'objet d'une prise en charge médicale, certains pourtant laissent des séquelles et handicaps des enfants pour le restant de leur vie. Pour réagir face à un accident, il est important de maîtriser quelques gestes simples pour secourir votre enfant et éviter que son état ne s'aggrave. Les gestes d'urgence n'étant efficaces que s'ils sont parfaitement exécutés. Il est indiqué de les apprendre. Cet apprentissage peut être fait auprès des professionnels. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès de la préfecture de votre département. Alors, docteur Philippe Meillard, les accidents domestiques, un phénomène qui mérite qu'on s'y intéresse. Peut-être une première réaction à ce reportage? Oui, je crois que c'est très important d'insister sur la prévention de ces accidents domestiques. La prévention consiste d'abord à informer des gens qui ne sont pas toujours au fait de ces accidents, des risques qui sont encourus. Il ne faut pas non plus transformer les parents en paranoïaques, mais il faut avoir un certain nombre d'accidents fréquents à l'esprit et faire très attention pour ne jamais laisser les enfants à proximité de ce risque. Docteur Aurèle? Oui, alors effectivement, on a aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, comme dans toutes les urgences pédiatriques du monde, beaucoup d'enfants qui sont amenés par leurs parents ou les secours pour des accidents domestiques, parfois très graves. Et à nouveau, c'est des messages de prévention, informer les familles et puis expliquer très jeunes aux enfants, dès qu'ils sont tout petits, les risques que peuvent représenter un certain nombre de choses à la maison. Donc vraiment, essayer de prévenir au maximum ces accidents. Voilà, alors nous sommes allés à la rencontre de l'homme de la rue, du public, et nous leur avons posé la question, justement, pouvez-vous citer un accident de la vie courante et dire comment s'en prémunir? Je vous laisse regarder. Alors l'accident domestique, oui, que je vais citer, c'est quand on est dans la baignoire, comme moi par exemple, je suis dans la baignoire, souvent je mets de la musique, je danse et tout. Donc pour prévenir tout ça, il faut mettre les tapis. Vous savez, les tapis, il y a des ventouses qu'on met dans la baignoire. Voilà. Donc vous mettez ça, comme ça vous empêche de glisser et de vous retrouver une jambe cassée. Voilà. Oui, un accident de la vie courante, je vais penser à ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de laisser les appareils allumés ou branchés. Voilà, parce que quand la foudre frappe, on ne sait pas où ça va frapper. Donc, toujours débrancher les appareils avant de sortir ou alors avant de dormir. Je crois que c'est plus simple, toujours débrancher. Bon, un accident de la vie courante, se couper le doigt à la cuisine. Bon, comment prévenir? Surtout quand vous utilisez le couteau bien tranchant à la cuisine.
qu'il faut faire attention. La première prévention, c'est faire attention à la cuisine. En coupant, quand vous achetez des condiments là, regardez bien si le doigt est bien placé, si vous esquivez bien. Ne jouez pas aux zéros qui disent que je suis chef 18 étoiles. Vous faites tac, 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 tac. Après les doigts aussi sont là. Tac, 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 tac. Non. L'attention, la méfiance et surtout, si c'est possible, bander même les doigts là avant d'acheter. Après, vous allez enlever la bande tranquillement. Ça, c'est une bonne prévention pour cet accident-là. Sinon, vous n'aurez pas le sang dans le poulet. Il y aura le poulet, son sang, et le poulet, le sang humain, donc c'est pas bon. Hein? Prévenez ça, et prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, ça c'est ma santé d'abord. Merci. Docteur Aurel, est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont suffisamment informés de ce qu'est un accident domestique quand vous les entendez parler Alors là, quand j'entends parler les personnes qu'on a interrogées, notamment cette dame qui parle de chuter dans sa baignoire, le docteur Meyer, je pense, sera d'accord avec moi que c'est pas, effectivement, chez l'adulte, il y a un risque de chute dans les douches et dans les baignoires. Chez l'enfant, clairement, c'est un risque de noyade plus qu'autre chose, de l'enfant qui est laissé sans surveillance ou avec une surveillance insuffisante dans la baignoire. Donc le message principal, c'est qu'on ne laisse jamais un jeune enfant seul, même quelques secondes, même pour aller répondre au téléphone, ne serait-ce que 2 secondes seul dans une baignoire. Le risque de chute chez l'adulte existe. À mon avis, c'est un problème, en tous les cas pour nous qui travaillons avec des enfants plus annexes, et le risque de noyade est évident. En tous les cas, c'est un petit peu la réaction que je peux avoir. Le risque de coupure avec un couteau, effectivement, il existe. Malgré tout, il peut y avoir des coupures graves avec des couteaux, mais je pense qu'aux urgences, on est confronté à des problèmes parfois beaucoup plus importants qu'une coupure due à un couteau, et d'autres accidents malheureusement beaucoup plus graves. Docteur Meyer? Oui, je crois. Il y a un mot qui était très intéressant, c'est on décrit un risque, donc on le prévient. Oui. Alors, l'épisode du couteau est très intéressant en soi, puisque le risque, c'est de se couper, et donc, pour ne pas se couper, il faut prendre des précautions. C'est exactement la même chose avec les enfants. Le seul problème des enfants, lorsqu'ils sont petits, c'est qu'ils n'ont pas la conscience de ce risque. Et donc, la seule méthode de prévention, c'est d'informer les parents de ce risque. Il y a par exemple, depuis des années, des campagnes d'information concernant les chutes chez les enfants, en particulier les chutes de grande hauteur. C'est un phénomène qui, malheureusement, reste très, très important en France, avec un risque qui est relativement peu anticipé par les parents, parce qu'un appartement, ça représente plutôt une sécurité et ça ne doit pas engendrer un risque. Le simple fait d'avoir une fenêtre ouverte en été avec un enfant qui reste ne serait-ce que 10 secondes, comme l'a dit ma collègue, sans attention pour répondre au téléphone, ça le met au risque de passer par la fenêtre et d'avoir donc des traumatismes extrêmement sévères et un risque de mortalité important. Et comme vous l'évoquez justement, alors comment mieux cibler les risques ? Comment mieux cibler ces risques-là par rapport à un certain type de population concernée, et notamment ici les jeunes enfants? Alors, je vous parlais tout à l'heure des chutes par la fenêtre. Je suis particulièrement content de participer à votre émission parce qu'on s'était aperçu que ce risque était plus important chez des enfants dont les parents sont d'origine africaine et de première génération d'installation en France. C'est ce que je vous disais, je pense que le risque il n'est pas anticipé parce qu'il y a d'autres risques pour les enfants, qui sont plutôt les risques de ne pas être admis dans une école, de ne pas trouver de médicaments pour les soigner, d'avoir des problèmes autre que celui d'avoir un enfant qui risque de passer par la fenêtre. C'est pas parce qu'on les surveille moins, c'est parce que ce risque reste largement méconnu. La prévention, elle passe d'abord par une prévention ciblée. On ne prévient pas une noyade comme on prévient une chute par la fenêtre. Donc on prévient une noyade en instituant un certain nombre d'informations et puis ensuite de réglementations. C'est pareil, l'information pour ce risque de chute de grande hauteur est très important. Il doit être ciblé sur les populations qui sont à risque, non pas parce qu'elles ne sont pas attentives, parce qu'elles ignorent ce risque. Et les actions de prévention, elles doivent être ciblées aussi sur les sécurités de fenêtres qui restent à mettre en œuvre en France.
Oui. Alors, docteur Aurel, on sait qu'un enfant, par exemple, acquiert progressivement l'autonomie de ses gestes et de ses déplacements. Alors, est-ce que c'est ce qui expliquerait le fait que ces accidents soient plus fréquents, par exemple, chez des enfants de 0 à 6 ans? Bien sûr, en fait, dans un premier temps, l'enfant va explorer tout son environnement. Il va absolument pas trier ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Son but à cet âge-là, c'est de se développer, donc d'aller tester tout ce qui l'entoure. Ça va aller des choses extrêmement bien, comme les hochets, les jouets, et puis ça peut aller jusqu'aux prises électriques. Et ça, c'est le rôle des adultes de sécuriser les installations électriques de la maison. Il y a un certain nombre d'outils maintenant, de matériel, notamment en termes de sécurité de fenêtres, qui sont accessibles très facilement. Il est relativement facile et à un prix assez modeste de sécuriser les fenêtres. Le meilleur message étant de les fermer. Mais il y a des systèmes maintenant qui permettent de ne pas ouvrir les fenêtres ou alors vraiment juste de les entrebâiller. De la même manière, on peut sécuriser les coins des meubles et les prises électriques dans une maison. Ah, donc on retient qu'il y a en quelque sorte chez l'enfant une méconnaissance du risque dû à son jeune âge. Absolument. Donc nous avons rencontré le public, l'homme de la rue justement, qui s'interroge au sujet de la manière de prévenir les accidents domestiques chez les enfants. Et je vous propose de regarder leurs préoccupations justement dans ce micro-trottoir. Bon, que faire en cas d'accident domestique chez l'enfant? Voilà, docteur Aurel. Alors, sujet extrêmement vaste parce Oui. que les accidents domestiques regroupent un énorme panel d'accidents qui vont de la brûlure, l'intoxication, les noyades, les intoxications par produits ménagers ou par médicaments. C'est très compliqué de répondre assez simplement, juste un message très simple. Au moindre doute, faire le 15. Donc il y a des centres 15 dans chaque département avec un système de régulation téléphonique qui permet de répondre très rapidement aux questions et en cas d'accident. Donc ça c'est la première chose. En cas d'intoxication, également vous pouvez appeler les centres antipoison. Et pareil, il y en a un dans chaque région qui peut vous répondre et vous trouverez facilement les coordonnées sur Internet. Voilà. Docteur Meyer, peut-être qu'on va aborder le cas des chutes et des noyades. Je crois que dans le cas des chutes et des noyades, l'alerte la plus précoce possible est absolument fondamentale. Le 15 répond 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ce que l'on retrouve assez fréquemment, en particulier lors des chutes, c'est une réaction de panique, et cette réaction de panique est un peu le réflexe d'essayer de relever l'enfant, voire de le ramener à la maison. Alors malheureusement, qu'on n'est peut-être pas le parent ou la personne témoin de l'accident n'est pas qualifié souvent pour pouvoir gérer le cas. Donc la première chose, c'est de ne pas nuire, et donc de laisser l'enfant le plus possible en sécurité. Bien sûr, s'il y a, en cas de noyade, le sortir de l'eau, ça paraît absolument évident, mais en l'absence de qualification de secourisme, ne rien faire qui puisse aggraver les choses en attendant l'arrivée des secours. L'arrivée des secours, même si elle paraît extrêmement longue quand on les attend, ne dépasse jamais en France un délai de 5 minutes. C'est important ce point. D'ailleurs, je pense que ça rejoint la prochaine question que nous allons prendre. Quels sont les accidents domestiques qui concernent le plus les enfants? Voilà. Alors, on en a parlé un petit peu. Là aussi, c'est un énorme catalogue. La première cause de traumatisme grave et de décès, c'est incontestablement les chutes. Alors les chutes, ça va d'une chute de relativement faible hauteur, mais qui représente une très grande hauteur pour un nourrisson. Une chute de table allongée, chez un tout petit, c'est tout à fait comparable à une chute de grande hauteur chez un adulte. Les noyades posent un problème qui est un problème un petit peu différent, qui est un problème extrêmement important en nombre de décès par an. Ces noyades, elles sont plutôt localisées dans le sud de la France, naturellement. Ce sont des noyades qui surviennent plutôt dans des piscines privées. Et les intoxications d'une manière générale, ou les ingestions, pas obligatoirement de produits toxiques, mais tout simplement de la cacahuète, de l'apéritif qui traîne et qui, au lieu d'aller dans l'œsophage de l'enfant, va se retrouver dans la trachée et lui créer une obstruction aiguë. Donc il y a un énorme catalogue. À chaque mécanisme correspond une prévention particulière.
Je vous parlais tout à l'heure de la prévention des noyades, l'installation de barrières de sécurité autour des piscines, la prévention des défenestrations, des chutes de grande hauteur, l'installation de dispositifs de sécurité, la modification d'un certain nombre de règlements pour lesquels on est très en retard encore en France. Pour les produits toxiques, il y a longtemps que les fabricants ont inventé des systèmes de sécurité qui sont difficiles à ouvrir pour les enfants. Donc, chaque type d'accident nécessite une information spécifique et une prévention spécifique. Docteur Aurel, tu as ajouté quelque chose? Oui, enfin après, voilà, à nouveau, toujours ce message de prévention. Pour les intoxications aux produits ménagers, c'est vrai que les industriels ont tous pensé à des systèmes de sécurisation. Les accidents que l'on voit encore beaucoup, c'est quand les personnes mettent ces produits ménagers dans des bouteilles du quotidien, et ça, c'est un accident encore fréquent. Donc ne pas essayer de contourner les mesures de sécurité qui ont été mises en œuvre, qui ont été pensées en amont. Et donc vous, en fait, quand vous recevez par exemple des parents à l'hôpital Robert Debré, justement, vous axez la prévention sur tous les gestes qui peuvent être déployés au sein de la maison? C'est-à-dire que quand on reçoit un enfant victime d'un accident domestique, on essaye de reprendre les points qui ont pu conduire à cet accident et essayer de les prévenir. En général, quand ces accidents surviennent, les parents sont dans un état absolument catastrophé. Et pour ce type d'accident, en général, les mesures sont prises assez vite par les parents. En tous les cas, on met un point d'honneur, effectivement, à réexpliquer les règles élémentaires de sécurité à la maison. Très bien, je vous propose de prendre la prochaine question. Quels sont les premiers gestes à avoir et comment les prévenir? Voilà, donc ça reprend un peu tout ce qu'on a dit et on retient, après je vais vous laisser la parole, que justement les premiers gestes à avoir dépendent du type d'accident et ne surtout pas s'improviser urgentiste, hein, c'est bien ça, docteur Meyer? Oui, tout à fait, et essayer avant tout, même si c'est une situation particulièrement stressante, de ne pas aggraver les choses par des gestes intempestifs, notamment déplacer un enfant qui pourrait être victime d'une chute, qui pourrait avoir été sorti d'une piscine et le placer d'une mauvaise façon. Ça, c'est sûrement la première chose à ne pas faire. Alors, comment les prévenir? Il y a plusieurs façons de prévenir ces accidents domestiques. La première façon, c'est en effet, on l'a dit déjà beaucoup, mais c'est d'informer les populations plus particulièrement à risque d'un certain nombre de risques d'accidents domestiques. La deuxième chose, c'est d'avoir une politique de prévention active. On a parlé des dispositifs de sécurité sur les produits domestiques, on a parlé des barrières sur les piscines. Ça, c'est la tâche des pouvoirs publics de développer un certain nombre de systèmes de prévention et de vérifier que ces systèmes de prévention sont présents. Juste un petit exemple, vous allez me dire que je suis un peu répétitif sur les défenestrations. Ah mais comme on dit, la répétition, c'est l'ami de la mémoire. Comme on le disait, il est à chaque fois qu'il y a une défenestration qui survient, c'est en effet un événement dramatique pour les parents, extrêmement culpabilisant. Et à chaque fois, on essaye d'organiser avec les PMI locales une visite de l'appartement pour situer un petit peu les risques. On s'aperçoit qu'on a l'impression que l'architecte conçoit des échelles pour que les enfants passent par la fenêtre. Il y a des radiateurs à l'ancienne sous les fenêtres, ce qui n'a strictement aucun intérêt, mais ça reste la place préférée. Sur les balcons, on installe des jardinières. Sur les très beaux balcons du 19e ou du 20e siècle, il y a des volutes de fer forgé qui, non protégées, sont des échelles absolument formidables chez les enfants. Encore une fois, sans faire une critique trop importante, on est très en retard par rapport à un certain nombre de pays. On est très en retard par rapport à tous les pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Et on a une prévention qui est plus basée sur l'information un petit peu tardive des parents que sur une réelle politique de prévention avec des instruments de sécurité. Mais justement, sur ce point, docteur Meyer, est-ce qu'on peut dire que finalement, les parents aussi n'ont pas forcément conscience d'un certain type de risque? Je crois c'est notre travail. Ils sont travail, de bonne foi, forcément. Mais Bien qu'est-ce que, voilà. C'est notre travail de les prévenir.
Mais c'est bien gentil de prévenir d'un risque, encore faut-il avoir les moyens de le prévenir dans la pratique, c'est-à-dire avoir des dispositifs de sécurité qui soient installés. Alors il y a des dispositifs de sécurité qui existent, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr des fenêtres qui s'entrebâillent uniquement, des fenêtres qui sont verrouillables, etc. Encore faut-il que, par exemple, un responsable d'un énorme parc d'habitation public ait la volonté d'installer ce genre de fenêtres quand il renouvelle ses fenêtres. Donc il y a un travail Pas à faire. attendre la survenue d'un accident pour le faire. Pour les piscines privées, la réduction extrêmement importante du nombre de décès dans les piscines privées a bénéficié tout simplement d'une réglementation qui impose le port l'installation de barrières autour de ces piscines. Donc il y a sûrement une responsabilisation des parents à obtenir, mais il y a également une action extrêmement forte et extrêmement déterminée des pouvoirs publics. Alors, docteur Aurel, moi j'aimerais savoir, en fait, c'est vrai qu'on a constaté une réelle baisse de la mortalité, notamment par accident de la vie courante, mais force est de constater que ces chiffres restent élevés. Mais qu'est-ce qui l'explique, puisqu'on parle de plus de 18 000 décès par an? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène? Eh bien parce que les dangers existent dans la maison et que je pense que pour beaucoup de personnes, eh bien, ces dangers sont complètement sous-estimés, notamment pour les jeunes enfants. Je pense que quand on va accueillir un jeune enfant à la maison, que ce soit des jeunes parents ou des jeunes grands-parents aussi, les grands-parents vont devoir aussi adapter leur logement. Ça, c'est plus difficile et pour l'avoir vécu, c'est plus difficile d'adapter des logements de grands-parents que des logements de parents. Et je pense que dans le reportage, on voyait la visite d'un habitat avec des meubles géants pour se mettre à la place d'un jeune enfant dans une maison. Je pense que quand on visite une maison et qu'on va accueillir un jeune enfant dans une maison, il faut penser à tous les dangers qu'il peut y avoir. Donc du comprimé, du somnifère, du grand-père qui traîne souvent sur la table de nuit, des billes du frère aîné qui peuvent traîner dans la chambre, les Legos quand on accueille des amis qui ont un petit bébé, qui a des enfants plus grands dans la maison, les Legos qui traînent dans la chambre du grand, penser à les ranger, à les sécuriser, à les mettre en hauteur, les produits ménagers, évidemment le bain, on en reparle, évidemment les fenêtres, voilà, donc c'est essayer de se mettre en permanence à la place d'un petit enfant qui explore le monde et qui ne demande qu'à faire des bêtises, qui pour lui ne sont pas des bêtises, ça fait partie de son développement normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre de cette prévention, justement, pour les accidents de la vie courante qui touchent des enfants de moins d'1 an, docteur Meyer? Alors, ces accidents, ils sont, je dirais presque les plus faciles à prévenir, parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant de moins de 1 an se mette à risque. Il est parfois plus difficile pour des raisons Pourtant, ça diverses. existe, hein. Oui, mais... D'ailleurs, le risque serait 4 fois plus élevé que chez d'autres catégories, d'autres tranches d'âge. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'après, on peut estimer qu'il y a en effet une part d'agitation des enfants qui sont plus ou moins explorateurs. Les garçons sont plus exposés que les filles, très largement, puisqu'il y a 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Donc ils ont un comportement, en effet, qui est plus courageux, on va dire, ou plus explorateur. Donc là, on peut dire que ces enfants-là peuvent avoir une part de mise en danger qui est très limitée et qui doit être limitée par les parents, bien entendu. En dessous d'1 an, la seule prévention, c'est de faire en sorte que les parents limitent les risques. Et là, il n'y a pas de discussion. Limiter les risques, c'est en effet pour... tout ce que l'on citait tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait quelque chose, un aménagement particulier dans une maison ou un appartement, penser que c'est joli, c'est très bien. Installer une mezzanine, c'est super. Installer une mezzanine avec un petit qui commence à ramper sans balustrade, ça gâche peut-être le charme de la mezzanine, d'installer la balustrade, mais ça prévient la chute du petit qu'on laisse juste un instant au bord de la mezzanine. Donc il y a toute une réflexion des parents qui doivent s'adapter au fur et à mesure. Ce n'est pas les enfants qui s'adaptent aux parents, ce sont les parents qui s'adaptent aux enfants. Peut-être 2 types d'accidents dont on n'a pas parlé jusqu'ici, la mort subite du nourrisson et le phénomène ou le syndrome du bébé secoué. Peut-être que là aussi, il y aurait quelque chose à faire pour
pour la prévention, Dr Aurel? Alors, la mort subite inexpliquée du nourrisson ne fait pas partie des accidents domestiques, c'est une entité à part. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui la favorisent. Le premier facteur, c'est les couchages sur le ventre. Donc, tous les nourrissons, sans exception, même s'ils ne semblent pas aimer ça, parce que souvent on entend qu'ils préfèrent dormir sur le ventre, tous les nourrissons, sans exception, doivent dormir sur le dos. Ils ne doivent pas être entourés de peluches ou d'objets qui peuvent les étouffer. Ils doivent dormir à une température raisonnable, maximum 22 degrés dans la pièce. Et l'autre message important, pas de co-sleeping, c'est-à-dire que les parents ne dorment pas avec leur nouveau-né ou leurs jeunes enfants, puisqu'il y a un risque d'étouffement par les oreillers ou par les parents eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment les facteurs de risque principaux. J'y ajouterais le tabagisme passif, voilà, qui sont quand même les principaux facteurs de mort inexpliquée du nourrisson. Et puisqu'on parle toujours des enfants de moins d'1 an, le bébé secoué, Alors là, on sort dans la du prévention, même cadre si on des sort un tout accidents petit peu, domestiques, mais vous voilà. avez raison de souligner ce point qui est important. Oui, bien Là, sûr. on parle cette fois-ci de traumatisme non accidentel. C'est une entité qui est extrêmement importante, qui est de plus en plus pris en compte en tant que telle, parce que il a fallu quand même des années pour relier un certain nombre de problèmes de développement de certains enfants à ce type de traumatisme dans l'enfance et qui était passé inaperçu. Là aussi, il y a une prévention. La prévention paraît toute bête, c'est ne jamais secouer un bébé. Ça paraît très simple aussi, c'est parfois un petit peu plus compliqué lorsqu'on est isolé, lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on travaille la nuit et que le jour on aimerait bien dormir mais que le bébé pleure tout le temps. L'une des meilleures préventions, c'est d'être entouré, de pouvoir être entouré, de pouvoir passer le relais dès qu'il y a quelque chose qui dépasse ses capacités. Donc, docteur Philippe Meyer, vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital des enfants malades à Paris. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie. Et docteur Aurel Marie, pédiatre aux urgences de l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci d'être venu aussi. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle édition de Ma Santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé